Bienvenue dans ce tout nouveau format Business Talk. Ici, on va droit au but, des sujets concrets, applicables et surtout actionnables sans détour et avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir le bal ou d'ouvrir la table plutôt avec Gérald Faure et Romain Collignon pour ce premier épisode. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le bal. Romain était déjà passé sur le podcast en solo il y a 2 ans, je pense. Et j'ai eu l'idée de reprendre le podcast et je me suis dit, on va plus faire solo, on va le faire à 3 avec d'autres personnes pour avoir un peu plus de matière et des sujets concrets. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir lancer ça avec vous deux. Et aujourd'hui, j'ai envie tout simplement de rentrer dans un sujet qui est la transformation qu'on peut un petit peu observer en ce moment sur le marché de l'infoproduit, de l'accompagnement. Et vous êtes tous les deux acteurs de ce marché avec 2 gros masterminds. Donc, je pense que vous êtes au cœur du sujet, dans le réacteur de ces changements. Donc, on va pouvoir aborder ça ensemble tout au long de l'épisode. Ça vous va ? On est là pour ça. Parfait, nickel. Good. Bon, du coup, Romain, ton mastermind, je ne sais pas depuis combien de temps il est ouvert, mais 6 ans ? Oula, 9 ans. 9 ans, oula. Ouais, presque 10. Presque 10. Tu vois, je fête mes 10 ans de mariage aujourd'hui même et les masterminds, c'est quasiment la même chose. Donc, Ah ouais, ok. Et Gérald, toi, ça fait 3 ans. On rentre dans la 3e année, ouais, exactement. Okay, mais moi, je suis client du mastermind de Romain depuis 5 ans, je pense, non ? Je pense que c'est à peu près ça. Ouais, à peu près après le Covid, là, donc c'est à peu près ça. Donc, on se connaît depuis un petit moment avec Romain. Ok, bon, en tout cas, t'as l'XP pour en parler. En plus, avec tout ce que t'as déjà fait avant. Du coup, ouais, clairement, est-ce que vous avez pu observer des changements sur le marché ? On va rentrer après plus dans les détails, mais déjà juste vous, dans votre position un peu plus méta, un peu plus de hauteur par rapport à ce qui se passe, est-ce que vous avez pu observer ça chez vos clients, chez les personnes qui vous accompagnent dans vos masterminds respectifs ? Vas-y, Romain. Vas-y Gérald, parce qu'en plus, tu as fait un podcast avec JRM et Mehmet sur le sujet, donc je te laisse démarrer, vas-y. Ouais, moi, ce que je remarque, alors bien évidemment, ça n'est que un retour d'expérience. On a un mastermind, on accompagne des gens, mais je remarque un truc aussi. Donc, c'est pas une vision giga macro, parce qu'en fait, moi, je remarque que les gens que j'accompagne, ils se ressemblent tous un petit peu. Donc, j'ai forcément un biais. On fait de l'accompagnement auprès d'infopreneurs ou de prestataires de services qui vont faire du B2B. J'ai très peu, alors j'en ai quelques-uns, mais on va partir du principe que c'est vraiment trop faible pour prendre ça comme une data fiable. J'ai très peu de personnes qui vont, par exemple, faire du coaching sportif à destination des individus, des clients finaux. J'ai plutôt avoir des personnes qui vont former pour devenir coach sportif. C'est un petit peu plus simple. Donc, dans cet infopreneuriat ou cette prestation de service B2B, ouais, on a ressenti là sur le printemps une période qui était complexe. J'ai l'impression que ça valide une tendance qui avait démarré en début d'année, où en fait on a tous envie, en tout cas les personnes dont je parle là, on a tous envie de re-rationaliser un petit peu nos boîtes. C'est-à-dire que on avait pris des engagements. Moi j'avais pris par exemple des associations, des trucs comme ça à droite à gauche et j'étais un peu fatigué mentalement. Il y en a d'autres qui s'étaient surstaffés. Ils avaient des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui produisaient du chiffre d'affaires, donc qui étaient évidemment qu'il y avait un boulot important et nécessaire, mais qui ne produisait pas directement du chiffre. Les entrepreneurs qui les embauchaient se sont un petit peu fatigués. Pareil pour les modèles marketing un peu complexes. En termes de charge mentale et tout, quand tu as 25 tunnels, tu as 25 trucs à penser, forcément, c'est forcément un petit peu fatigant. Donc j'ai l'impression que on a cherché à rationaliser, à repartir sur des choses simples. Et en plus de ça, pour ceux qui avaient encore des doutes, le printemps qui a été assez assassin en termes de lead gen, en tout cas via la publicité, ça a été très compliqué de faire de l'acquisition. Je pense que ça a convaincu les derniers qui restaient à convaincre. Ok, c'est intéressant ce point B2B. J'avais pas ça en tête forcément, mais ok, intéressant. Romain, t'as un son de cloche similaire, différent peut-être aussi avec du contexte, parce que les masterminds, en fait, quand les membres cartonnent, en fait, les masterminds cartonnent. Ouais. Et j'ai le sentiment que nous, on prend la vague dans un deuxième temps, dans un deuxième coup. Un exemple, c'est le Covid. Quand il y a eu le Covid, ça a été l'apogée des succès parce que ça a été dopé par un marché qui a été décuplé, suivi par un petit dopage aussi au CPF. On avait beaucoup de monde. Et puis après,
quand on n'a pas tous ces boosters ou ces accélérateurs, c'est là où la casquette d'entrepreneur joue. Comment dire ? C'est là où on voit les entrepreneurs qui s'y mettent vraiment et tirent leur épingle du jeu. Et là, c'est clair qu'on est dans un paysage différent que je dirais qui a commencé à émerger vers 2021, 2022. Sachant que moi, tu vois, je suis dans le game depuis 2008, donc ça fait 16 ans. Et entre 2008 et 2021-22, ça fait il n'y avait que de la croissance. Tu vois, on se posait pas de questions. Jamais je serais intervenu sur un podcast avec toi, Ludo, et avec toi, Gérald, pour parler du marché. Tu vois, c'est genre, ok, c'est royal. Sauf que là, bon, on est arrivé à une maturité du marché. Les promesses simples, ça fonctionne plus. Les prospects, ils ont tout vu. Les moyens de toucher aussi l'audience facilement et à pas cher, c'est compliqué. Et le printemps, avec la lead gen, méta, etc., c'était un peu chaud. Maintenant, en fait, c'est un jeu qui est un peu différent. C'est un jeu où dans tous les cas, c'est celui qui dépense le plus, qui peut acheter son client le plus cher, qui tire son épingle du jeu. Là encore, dans le marché, tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. T'as des boîtes qui sont basées à l'étranger, qui payent pas de TVA, qui payent pas de taxes, qui sont en mesure de débourser et te foutre le bordel dans les algos. Et toi, t'es en France et t'es en train de te dire, mais attends, je peux pas dépenser autant. Mais il y a des cartes à jouer. Et les cartes à jouer, moi, que je vois, peut-être qu'on en discutera un peu plus, mais c'est des cartes à jouer de LTV, de lifetime value. C'est-à-dire que on a tous dans ce marché-là des clients et on peut vraiment optimiser ça. On a un super copain, Gérald Lohan, en l'occurrence, Lohan Boucher, qui s'est spécialisé là-dedans depuis 2-3 ans et qui c'est clairement dans le jeu sur lequel on peut aller jouer, puisque la lead gen, pour certains, c'est compliqué. Et puis, tu as aussi après tout ce qui est organique. Au final, ça fonctionne toujours. Et ceux qui investissent dedans, en fait, arrivent quand même à... Alors peut-être, on peut pas avoir le volume comme sur de l'acquisition payante aussi facilement, mais tant qu'on joue le long game et qu'on joue l'organique, ça fonctionne toujours aussi. Ouais, c'est intéressant. Et justement, tous les deux, vous êtes là depuis longtemps. Du coup, toi, Romain, 2008. Toi, Gérald, sur la partie info, j'ai pas les dates. À peu près. Non, c'est le mastermind en gros, moi qui m'a fait mettre le pied dedans. Après, j'avais l'incubateur avant, mais c'était un organisme de formation. C'était vraiment un autre game. On peut pas dire que c'est de l'infoprenariat. C'est de la formation, mais c'est pas de l'infoprenariat. Ouais. C'est du coup pour toi, Romain. J'ai envie de demander un peu les phases, les grosses tendances. Est-ce qu'il y a, parce que j'imagine de 2008 à 2021 ou même aujourd'hui, il y a peut-être quand même eu des moments où c'était un peu en cascade. Ou pas du tout, où c'était vraiment la rue est vers l'or, il y a tout qui fonctionne. Un jour, on fera un podcast ou un livre sur le sujet, mais au départ, c'était vraiment le Far West, et en fait, juste le fait de faire une page web avec une page de capture, ça suffisait, quoi. Après, t'avais pas les processeurs de paiement, t'avais pas, tu vois, c'était plus du partenariat qui te permettait de faire ton acquisition. Les régies publicitaires comme Facebook n'étaient pas encore développées. Et tu vois, il y a eu entre 2008 et 2014, c'était un peu le Far West. Et puis à partir de 2014, tu as eu les régies publicitaires qui se sont ouvertes. Tu as eu aussi des outils tels LearnyBox, ClickFunnels, tu as des outils qui ont permis aussi à des gens qui n'étaient pas geeks, tu vois, de rentrer dans le game. Et en fait, depuis 2008, je dis 2008 parce que j'ai commencé, mais ça a même commencé avant. On parle pas trop de concurrence, mais en fait, maintenant, il y a tellement de monde sur ce marché-là que après c'est une question d'offre et de demande. Donc je sais plus quelle était exactement ta question, mais en fait les phases, grosso modo, ouais, c'est des phases comme ça, je dirais Far West jusqu'à 2014. Et moi je regrette à chaque fois, c'est de pas avoir investi plus dans les vagues qui arrivaient. C'est des successions de vagues. Tu vois, tu as eu Facebook Ads, tu as eu Instagram, le YouTube Game. Moi, ma première vidéo, c'est 2009, mais je me dis, si j'avais vraiment poussé le game à fond, voilà. Donc, et en fait, moi, là, c'est un peu mon truc, et peut-être qu'on en discutera, c'est aussi de se dire, c'est quoi la prochaine vague? C'est ce que j'allais te demander, si vous en avez une en tête. J'ai une petite idée, mais je garde ça pour plus tard. Okay. Pour la rétention du podcast. Nickel, ça viendra à la fin. Et ça va valoir de l'or. Ok. C'est intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, l'acquisition, moi je me souviens, c'était des... Il y en a qui fonctionnent encore comme ça, hein. Un peu à l'ancienne. T'as une liste, shoot sur ma liste et prends je sais pas combien de pourcentage, machin. Il y en a qui le font encore. Par rapport à ça, par rapport à ces différentes phases, moi je remarque, en discutant un petit peu de tous les modèles, parce que on aime bien quand même savoir ce qui fonctionne chez les gens, chez les autres, parce que on peut se dire, je forme des mecs à devenir kiné ou des nanas à devenir fleuristes. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On fait du marketing. Notre métier, c'est de marketer. Oui. On aime bien ça. C'est juste qu'on trouve un prétexte de faire du marketing. Bon.
des gens qui font encore des lancements à l'ancienne, il y en a. Des gens qui font encore du blog, il y en a. Et à côté de ça, t'as des infopreneurs TikTok. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment trois grandes catégories. Ceux qui ont trouvé un modèle, et même si le modèle s'essouffle, ils continuent à rester dessus. Donc, c'est-à-dire le modèle, il part très haut parce qu'en fait, il y a une tendance. Ensuite, parce que les gens l'adoptent. Ensuite, les gens vont le quitter. Donc, le modèle va plus trop fonctionner. Mais après, il va rester que ceux qui sont vraiment restés jusqu'au bout. Et donc, ils redémarrent. Donc, ça fait une sorte de S, en fait, la courbe de succès d'un modèle. Ensuite, il va y avoir des gens qui vont être 20-80. Moi, je fais un peu partie d'eux. C'est-à-dire, avant, j'étais très marketing intentionniste. Maintenant, je suis vachement plus VSL. Je suis vachement plus passionné VSL, etc. Mais j'ai mes grandes tendances, mais je suis jamais early adopter. Et après, il y a les early adopters qui vont toujours aller sur les trucs à la mode, qui sont maintenant sur les challenges 5 jours, qui étaient il y a 1 an et demi sur LinkedIn comme des oufs, avant ça sur des webinaires et avant ça sur encore autre chose. Donc il y a ceux qui resteront toujours sur leur modèle de départ, ceux qui iront toujours innover pour le truc à la mode et puis ceux qui sont un petit peu entre tout ça, qui attendent que les vagues passent pour adopter le truc. Moi, je fais plus partie de cette catégorie du milieu, mais je suis pas du tout je suis pas du tout critique avec les autres. C'est vraiment des profils d'entrepreneurs complètement différents. Ouais. Je me reconnais bien dans ce que tu dis avec la courbe en S aussi. Moi, je suis pas un early adopter du tout. Moi, les trucs shiny, je les regarde et je tape dessus en fait dans mon marketing. Mais je suis plutôt à rester focalisé. Mais par exemple, tu vois, tu mentionnes juste les Wabi. Moi, quand je me suis lancé, c'était que les Wabi. Moi, j'en faisais pas, hein, mais c'était 2019, 2020, je commençais à toucher. C'était des Wabi tout le temps. Tout le monde faisait des Wabi tout le temps, tous les dimanches soirs. C'était un peu le truc. Bon, il y en a qui le font encore aujourd'hui et ça cartonne toujours encore. Mais du coup, en écoutant ce que tu dis et ce que Romain, tu dis aussi, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche plus, tu vois? Ou est-ce qu'il y a des choses que on continue de faire en pensant bien faire, mais qui potentiellement ne sont plus à faire aujourd'hui? J'ai un petit avis sur la question parce que là, on parle beaucoup de technique ou de modèle de vente. Ouais. Je crois qu'en fait, si on reste toujours sur les fondamentaux du business, que ce soit l'acquisition, le nurturing, un système de conversion. Le système de conversion, ça marche beaucoup mieux quand c'est aligné avec, tu vois, les valeurs, ce qui nourrit l'entrepreneur, parce que c'est quelque chose qu'il va vouloir faire. Toi, tu donnais l'exemple de ceux qui font ça tous les dimanches soirs, on en connaît. Bah, ils aiment ça, tu vois. Ouais. Moi, tu me mets devant un Webi une fois par an, je crie, tu vois. Je déteste ça. Par contre, j'adore écrire, j'adore le mailing. Donc, tu vois, moi, et d'ailleurs, j'ai repris ça récemment. J'ai plus une stratégie de lancement. J'aime beaucoup, par exemple, ce que fait, mais quand j'en parle, ça se voit que je suis un dinosaure. J'aime beaucoup le travail de Jeff Walker, qui est un des spécialistes de lancement de produits, etc., qui est beaucoup basé sur le mailing, le copywriting. Et moi, j'adore écrire, donc c'est juste naturel pour moi de faire ça, mais je crois que c'est aussi important de vendre avec sa propre façon. Maintenant, je pense sincèrement que ce qu'on peut être tenté de faire et qui ne marche plus, c'est tout ce qui va être agressif en termes de copywriting. L'ère de l'authenticité, elle est bien là. Tout ce qui est de la copie, en fait, ça va venir, c'est important, hein, mais ça va venir embellir ton côté authentique. Et comme tout le monde, enfin, beaucoup de gens maintenant sont rompus aux techniques commerciales, les webis, les machins, en fait, ce qui va ressortir, c'est vraiment le côté authentique. Donc, je pense que, tu vois, les promesses qu'on peut voir avec des gros titres et tout. Et toi, par exemple, c'est un truc que tu fais, ce que Gérald fait hyper bien sur toutes ses pages, c'est que c'est hyper brandé, on sent l'univers. Et puis, c'est pas des promesses à la rallonge, quoi. Donc, je pense que le côté authentique, c'est important. Par rapport à ça, j'entendais que 2025, c'était l'année où, en fait, on arrêtait de promettre, on arrêtait aussi d'incriminer l'avatar, surtout, on démontrait le mécanisme. C'est ça, surtout 2025, la grosse tendance. C'est, voilà. Moi, je pense que pour ton problème, la bonne solution, c'est de passer par l'étape A, B et C. Et c'est juste ça. Et c'est pas plus. Et voilà comment je te le prouve. Témoignage. Et moi, ça me va bien, ce genre de truc. En plus, les trois, en plus, en profil ingé, on aime bien raconter ce qu'on fait. On aime bien faire des trucs, construire des trucs. Donc là, c'est trop bien, quoi. Moi, ça me va bien, cette tendance-là. Plutôt que de faire des promesses, obtiens ça sans faire ça. Ben oui, ça fonctionne. Mais moi, je suis un peu moins aligné. Donc moi, cette tendance-là, elle me va bien, en fait. Parce que c'est plus ce qu'on démontre. Et après, comme tu disais, Romain, ces stratégies marketing-là, moi, je les vois un peu comme des fers de golf dans un sac. C'est-à-dire que il y a certaines stratégies marketing qui vont être utiles pour un cas bien spécifique, couplé, donc par exemple, j'ai ma balle au départ de mon trou,
bah je vais utiliser un bois pour taper loin ma balle de golf. Alors je suis pas pro de golf, hein. J'ai un sac de boxe ce lapsus. J'ai un sac de golf, mais j'utilise très peu. Mais voilà, donc j'ai un fer pour aller. Et puis quand j'arrive proche du trou, je vais utiliser un fer qui va être je vais utiliser un putter pour aller marquer le point. Mais il y a un peu ce truc-là de acquisition, donc on pourrait voir un petit peu d'evergreen, mais aussi événement d'activation. Je sais que Ludo, t'en as fait un récemment parce que bah, tu avais besoin de le faire. Bah, du coup, c'est une bonne pratique aussi. Et tu utilises pas la même méthodologie. Tu as fait du Webi ou de l'atelier ou je sais plus quoi, mais ça c'est trop bien. Et c'est intéressant de voir que dans chaque situation, il y a le bon outil, quoi, le truc qui est adapté. Il y a le bon fer de golf, la bonne stratégie marketing. Moi, je le vois un peu comme ça, l'analogie. En vrai, je pense aussi que le point le plus marquant, en tout cas moi ce que j'observe et avec ce qu'on peut dire ici, c'est il y a des changements, on va dire, de fond. Nous, on le voit, un prospect qui arrive au téléphone, on doit être la 4 ou 5e personne avant de passer. Enfin, avant, tu pouvais avoir quelqu'un, il n'a jamais eu de call. Même en setting, c'est plus compliqué quand même. Ils sont setés déjà 10 fois à froid par des personnes qui font de la masse. Donc en fait, il faut se différencier. On en parlera après de comment est-ce qu'on peut justement sortir du lot à ce niveau-là. Mais il faut se dire que les gens, ils sont plus, je sais pas comment le dire, mais ils sont plus puceaux, quoi. Ils ont déjà eu affaire à du marketing, des process de sales, et potentiellement, ils sont déjà, si on peut parler de ça, ils sont peut-être solution aware par rapport à ce qu'on fait en fait. Et juste, ils veulent trouver la bonne solution. Et je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Où avant, en ads, on parlait justement des coûts qui augmentent en ads. On ne l'a pas dit, mais en tout cas, les coûts, si vous n'êtes pas au courant, ceux qui nous écoutent, ils ont augmenté normalement. Enfin, pas chez tout le monde, mais généralement, ils ont plutôt augmenté. Peut-être qu'ils sont plus juste marketing aware, mais ils commencent à être tous un peu solution aware. Et du coup, on n'a plus le bon message par rapport à ces gens. Donc, il y a peut-être aussi un travail à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un travail d'artisanat à faire quand on n'est pas des initiateurs comme ça, quand on est plutôt des deuxièmes choix par la force des choses, parce que comme disait Romain, c'est histoire de budget. Là, on en parlait nous dans le Slack là récemment en interne dans le groupe. Les derniers lancements, c'était 1 million de pubs dans la semaine. Ouais, c'est abusé. Forcément, ça détraque l'algo, mais aussi ça c'est diffusé partout. Donc forcément, si on tape pas aussi fort, on est un peu plus artisan quand les autres sont un peu plus des usines. Et donc, il faut qu'on vende cet artisanat. Je pense que c'est aussi une des manières, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas de problème à dire que je m'occupe que de 35 personnes à la fois. Ça paraît beaucoup comme ça, mais il y en a qui font des milliers. Tellement bien. Voilà. Et moi, c'est 35 et pas plus. Pourquoi? Parce que je peux pas faire plus. Sinon, je suis entre deux et donc je suis plus rien. Il y a quelqu'un à lire qui est intéressant, c'est Gene Schwartz, qui parle justement des niveaux de sophistication du marché. Alors lui, il faisait ça à l'époque du marketing papier. Il n'y avait pas encore Internet qui existait. Mais en fait, ces niveaux de sophistication évoluent. Et effectivement, là, on est dans l'ère où le marché est de plus en plus sophistiqué. Et donc, on arrive effectivement sur ce que tu disais, Gérald, de montrer le mécanisme. On n'est plus en train d'aller forcément taper sur le pain, sur les bénéfices, puisque les gens sont solution aware. Tu disais avant, Romain, que la vague, par exemple, B2B, c'était plutôt printemps, à peu près, hein, c'est pas des vérités, mais c'est du ressenti. Vous la sentez un peu plus par la suite. Les profils de personnes que vous avez chez vous, alors je sais que vous avez du B2B, du B2C, mais est-ce que justement il y a peut-être plus de B2C qui fait que vous le sentez plus maintenant auprès de tes membres, ou c'est quoi un peu le fait que vous le sentez maintenant un peu plus tard que ce que, par exemple, moi j'avais pu sentir au printemps et d'autres personnes chez Gérald? Je suis pas sûr de comprendre ta question sur le printemps en particulier, mis à part que les coûts d'acquise ont explosé. Tu disais juste que que vous ressentiez un peu plus cette difficulté sur le closing maintenant et pas au printemps par rapport à ce que Gérald disait, où en B2B c'était vraiment flagrant, on l'avait quasiment tous en même temps sur cette période. Est-ce que du coup chez vous, vous avez des personnes dans ton mastermind qui sont plutôt B2C pour ressentir ça maintenant? Pas maintenant en particulier. Après, moi je vais plutôt te dire ceux qui s'en sortent. La réalité, c'est ceux qui ont... Comme le marché il est désormais éduqué, en fait, il y a des enjeux de réputation et de ce qu'on peut appeler de CEO brand. Donc tous ceux et celles qui ont soit un média, soit qui ont développer une audience, etc. Et ne sont pas juste en train de faire de l'acquisition pure et dure, mais qui ont vraiment ce tampon autorité, ce tampon... en fait, pour eux,
y a pas trop de changements. Alors il y en a un petit peu, mais ils se prennent pas le truc aussi dur que quelqu'un qui sort de nulle part et qui a pas ses assets de crédibilité. À tel point que tu vois, tu as des nouveaux acteurs qui sont en deuxième partie de carrière, de type Eric Larchevêque, Fred Mazzella, Francis Lelon, tu vois, qui voient cette opportunité, on va dire, qui ont le track record, qui ont l'autorité, et qui voient cette opportunité, voilà, d'arriver dans l'infoprenariat aussi, mais qui, du coup, sont moins, comment dire, c'est plus facile pour eux. Bon, il y a tout le travail derrière, hein, la vingtaine, la trentaine d'années d'avant. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un des games à jouer. Il ne faut pas le négliger, en fait, ce côté CEO brand. J'en discutais il y a 2 jours avec Caroline Mignot, qui est spécialisée dans ces sujets-là. Et on voit que la marque personnelle ou la marque du CEO, c'est un des leviers là aujourd'hui pour s'en sortir vraiment bien. Pour moi, c'est obligatoire aussi. De toute façon, une personne que tu rencontres sur une pub... Enfin, il y a quelques temps, je pense que c'était plus simple, mais aujourd'hui, tu vas chercher qui elle est. Enfin, moi, en tout cas, j'achète pas sans taper le nom sur Google, quoi. Je vais te partager une petite anecdote. On a une deuxième société qui s'appelle Fractional et dans laquelle on place des directeurs des opérations à temps partagé. J'ai eu l'occasion de faire des petites vidéos courtes et tout, et les calls qu'on avait en sales, c'était, je t'ai vu sur TikTok. Ok, bon, j'ai pas envie de savoir où tu m'as vu sur TikTok. Je t'ai checké sur LinkedIn, donc j'ai vu après le profil autorité, et donc là, j'ai réservé. Donc, il y a vraiment comme s'il y avait un deux temps. Alors, moi, je suis pas du tout spécialisé dans TikTok et dans le marketing TikTok, mais les gens découvrent comme ça et après vont te checker sur des profils, par exemple, LinkedIn qui sont plus sérieux, etc. Ouais. Je sais pas si toi, vous avez vu ça aussi, vous, par exemple, toi, Gérald, dans le Mastermind ou... Ah ouais, mais en plus de ça, moi, je trouve que c'est super bien que les gens réagissent comme ça quand ils consomment, parce que accessoirement, même si on n'est pas des rockstars de la promesse parce qu'on décide d'être soft, de manière induite, on leur propose de changer de métier, donc de changer de vie. Donc je trouve plutôt sain que les gens aillent se renseigner plutôt que de cliquer sur n'importe quelle pub voilà, que ce soit des shows de la gâchette à sortir la carte bleue rapido. Je préfère moi qu'ils aillent vérifier, qu'ils comprennent la tonalité, parce que moi j'ai pas de problème à les punchliner et voilà. Donc il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils aiment le message, le messager. Enfin, je trouve que ça c'est bien. Ce qui est vachement bien aussi, et c'est pour ça que moi je recommande à tout le monde, même les prestats de services maintenant, tous les freelances et tout, qui vendent un peu bouche à oreille, etc., de se faire des landing selling profile, pas pour aller faire l'acquisition, mais justement pour faire ces éléments de réassurance, ces éléments d'activation. Et comme on le dit, Jérémy le dit souvent aussi, mais on se tape on a des posts à 40 likes et qui font 100 000 de chiffres à la fin de l'année. Parce que c'est le bon truc au bon moment qui permet de rassurer et de compléter toute l'acquisition qu'on a faite avant. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Stratégie d'omniprésence, comme ça, je poste un petit peu tous les jours des choses que je fais. Je sais comment je parle de mes succès clients et on comprend comment je réfléchis et qui je suis. Rien que ça, je trouve que c'est mieux que 99% des entrepreneurs qui cherchent à faire des trucs trop viraux. Moi, je suis pas pour la viralité. Je pense que c'est pas une bonne chose. Mais dans mon cas personnel, parce que je préfère maximiser la LTV, et j'ai plutôt tendance à croire que un achat qui est un peu trop compulsif, ça sera au détriment de sa LTV. C'est une grosse croyance que j'ai, mais je suis assez convaincu de ça malgré tout. Je suis d'accord avec toi. J'avais un truc qui me venait quand on parlait, mais ah si, c'est bon. En vrai, je crois qu'il n'y a rien qui a vraiment changé, parce que en t'entendant parler, ça me fait penser à Russell Brunson dans son bouquin. Alors, je sais plus lequel, un des trois, voilà, un des trois derniers, enfin pas le dernier, mais un des trois anciens. Il parlait du ghost funnel. Il y a un bouquin où il mettait tous les funnels. Okay. Je sais plus, c'est .com Secret, je crois. Et un funnel, ça s'appelle le ghost funnel. Et en fait, ce funnel, il expliquait comme le funnel de réassurance des personnes qui vont tomber sur ton vrai funnel, mais qui vont taper ton nom sur Google et qui vont tomber sur ton site. Alors à l'époque, c'était peut-être moins centré aux réseaux sociaux, mais il avait déjà en tête le fait de anticiper ce que les gens vont faire quand ils vont tomber sur ton funnel pour montrer ce que tu veux qu'ils voient dans ta page web qui est quelque part là pour réassurer le prospect par rapport à son achat, tu vois. Mais dans d'autres métiers, dans d'autres industries, ça s'appelle de la e-réputation en fait. C'était juste que tu fais en sorte que tu vas squatter la SERP de Google sur ton nom et ça s'appelle du reportage, de la relation presse, de la réputation et c'est de la customer journey. Et c'est pour ça que souvent on met des avis. Là récemment dans l'accélérateur, on avait quelqu'un qui était full Trustpilot en termes d'avis. Genre vraiment stratégie, je bombarde Trustpilot et tout. La question que je pose c'est OK, à quel moment ton prospect passe devant Trustpilot?
À quel moment tu fais en sorte que ça soit sur son chemin? À aucun moment, ok, tu perds ton temps. Et mais ouais, mais c'est plus simple. Mais je dis ok, mais ça ne sert à rien. C'est comprendre aussi le parcours. Ça fait partie des étapes de conversion. Et ça, aujourd'hui, on est obligé de se poser la question. Avant, c'était beaucoup plus simple. Hein. Avant, c'était une pub, un élément de conversion, un appel, une vente, quoi. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ben, c'est normal, ça devient plus sophistiqué, quoi. Et c'est pas plus mal quelque part. Mais justement, pour un nouvel entrant. Enfin, vas-y Romain d'abord. non, mais tu dis que c'est pas plus mal. Et en fait, moi, je prône la professionnalisation de cette industrie depuis des années. Et là, en fait, on a plus le choix. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Ouais. Mais justement, un nouvel entrant qui viendrait maintenant, lui, il a pas tout ça. Comment tu démarres, tu vois? C'est quoi un petit peu les points que vous avez amenés là-dessus? Bah, tu vois, pour démarrer, moi, j'ai envie de te dire, faut arrêter de s'inventer une vie sur les réseaux. Non, mais surtout qu'on est dans l'ère de l'authenticité, alors et de la réputation. Donc, la première chose que j'invite à faire, c'est aider résultats clients, toi, avant même de... C'est vrai qu'on parle pas mal du fake it until you make it, mais bon, fais tes répétitions, fais tes pompes, et puis aider des résultats clients, puis après, tu peux commencer à en parler, tu vois. J'inviterais vraiment quelqu'un qui démarre à juste avoir des résultats, même à travailler gratuitement pour avoir des résultats. Déjà, ça nourrit ta confiance, et après, tu peux en parler en disant, moi, j'ai réussi à le faire avec 2 ou 3 personnes, puis après, on construit à partir de là, quoi. Et par rapport à ce que dit Romain, je veux juste citer Nico Richet de WP Chef, qui l'autre jour, on discutait, je sais même pas si c'est pas dans le podcast qu'on a fait ensemble. Il dit, t'as le complexe de l'imposteur, mais c'est normal, t'es un imposteur en fait. Ben voilà. Genre bosse, démontre et tu verras que tout ira bien, tu vois. Et je partage à 1000%. Ouais, je suis d'accord. Au final, faut de toute façon démarrer quelque part. Moi aussi, j'ai démarré quelque part. On démarre tous quelque part et juste, faut démontrer à quel point on est bon aussi. Et je pense j'écoutais un gars qui prônait la publicité, 100% publicité, il y a que ça qui marche. Il disait un truc du style que maintenant il doit faire du contenu parce qu'en fait il y a besoin de trust en fait. Quelque part c'est un travail que tu n'avais pas besoin de faire à l'époque ou en tout cas que tu n'étais pas obligé de faire, même s'il y a tout de même des business aujourd'hui qui fonctionnent 100% ads et on ne sait même pas qui est derrière, il y en a encore, mais on a quand même de plus en plus besoin d'avoir cette trust et quelque part moi j'invite mes clients personnellement à faire l'inverse, tu vois. C'est fais-toi d'abord de la trésor avec l'organique, fais-toi la main dessus. Ça te permet d'avoir un média court, un média long, déjà avoir un minimum de base. Et après, avec cet argent que tu as mis en côté pour la trésor, investi pour amplifier ce qui marche déjà, tu vois. Il y a un truc intéressant avec l'organique, c'est que tu as un petit peu moins, quand tu te lances, l'impression que ça va être magique. Tu sais que tu vas devoir aller discuter avec les gens. Si tu discutes avec les gens, éventuellement, tu les closes. Mais je dis éventuellement, parce que ça va être 5 ou 10% des cas. Et surtout, tu apprends des trucs. Donc du coup, tu nourris déjà ce que tu comprends de ce que tu es en train de faire. Parce que le gros enjeu, c'est de comprendre ce qu'on est en train de faire, je pense. Du coup, quand tu as certaines certitudes, tu comprends le message qui passe, le message qui passe pas. Il y a des mots, et tu le sais quand tu closes. Tu sais que tu dis le mot fatidique, la personne va raccrocher 5 minutes après et tu la entendras plus jamais. Ben ça, c'est hyper intéressant de connaître ce mot-là. Chez moi, c'est pas le même que chez vous, mais ce mot, je sais qu'à chaque fois, ça me tue un deal. Bah, c'est plutôt intéressant de pas l'utiliser dans mes pubs, par exemple, de pas l'utiliser dans mon marketing. Donc ça, c'est intéressant d'aller en mode découverte, un peu recherche utilisateur. Moi, je trouve ça intéressant. Et avec l'organique, on a un peu moins le fantasme que ça se fait automatiquement parce que on comprend que ça va être un petit peu dur, il va falloir aller la chercher, celle-là. Et donc du coup, on fait un peu plus l'effort d'aller faire du qualitatif plutôt que du quantitatif. Et ça, c'est bien. Mais le gros syndrome, ce qui tue les débutants, pour moi, c'est le syndrome de l'œuf et de la poule. C'est que il te faut des clients pour avoir de la preuve sociale, mais il faut de la preuve sociale pour avoir des clients. Et donc, moi, j'ai aucun problème au départ, et en tout cas, c'est comme ça que j'ai lancé beaucoup de mes produits, à aller bosser, pas gratos, mais aller bosser en échange d'études clients. Ça toute ma vie, je le cadre. Et puis, je fais pas une prestation peut-être à 100%. Je cadre que c'est peut-être 20 ou 30% de ce que je vais proposer. Mais au moins, un témoignage client, une bonne étude de cas, déjà, si ça parle de la manière dont j'ai accompagné la personne plutôt que réellement l'expertise et le truc, ça suffit déjà à nourrir mon marketing, d'avoir ce genre de preuve sociale. C'est une notion de patience aussi, parce que je pense que tout le monde a envie d'aller vite. Des fois, tu achètes des formations aussi où la promesse c'était d'aller vite, donc tu crées une identité de voilà, tout est automatisé, je le mets une fois, j'ai plus rien à faire. Et moi, je trouve que c'est quelque chose que tu fais super bien, Gérald, c'est dès que tu lances un projet, tu contactes ton cercle proche, tu leur fais une offre irrésistible, et parfois c'est gratuit, puis c'est genre juste venez m'aider à construire le produit et à le builder, et ça te fait des testimonials, et à partir de là, tu as une base
voilà, et une réputation qui fait que tu peux le lancer officiellement et avoir des clients qui te payent. Donc ça, c'est une super approche, quoi. Tu trouves des prescripteurs en plus quand c'est comme ça. Si la personne elle vient pas juste tester ou gratter, c'est qu'en plus elle vient un peu coller son identité à ton développement. Parce qu'en fait, c'est grisant de donner un conseil à quelqu'un. C'est un peu, tu te sens valorisé quand tu accompagnes quelqu'un, quand tu feedback quelqu'un et tout. Donc je pense que c'est important. Et le podcast comme on fait là tous les trois, bah, c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens. Hein. Ça on le dit souvent, mais pour moi c'est le meilleur moyen de faire du réseau. Ouais, clairement. J'adore ce que vous dites parce que c'est ce que je prône aussi. Et puis les bonnes bouffes aussi, les bonnes bouffes. Toi, Romain, c'est ton truc là, pas la bouffe, mais les restos. Les restos. Ok, trop bien. Et en plus, juste par rapport à ce que vous dites, ça peut être gratuit, mais souvent, en tout cas, moi je l'observe par exemple chez mes clients plutôt coach, thérapeute dans l'accompagnement pur. Souvent, ils ont même des personnes qui peuvent aider avec leur offre, mais ils s'autorisent pas à le faire parce qu'ils ont peur de déranger, tu vois. Donc en fait, très souvent, tu as des clients juste à portée de main. Juste, tu t'autorises pas, ou tu veux pas, ou tu les vois pas, mais ils sont potentiellement déjà là, quoi. Donc ouais, clairement. Donc l'œuf et la poule, bah souvent il y a déjà l'œuf. Bon. Ok, trop bien. Bon, concrètement, je pense qu'on a fait déjà un tour sur l'état de l'art, si on peut l'appeler comme ça. Crise de confiance. Moi, je pense que ça va pas forcément se calmer parce que si tu regardes aux US, c'est pareil. Ils sont beaucoup plus loin. Je pense que les coûts par lead, ils vont augmenter aussi. Quand j'étais chez Taylor Welch dans son mastermind, là, il y en avait qui étaient assez chauds sur le marketing aussi. Et eux, c'était du 30-40 euros le lead. Hein. Et un call, c'était 400-500 balles, quoi. Et leurs accompagnements, ils étaient plutôt à 10 000 minimum. Donc après, ça va avec. Mais est-ce que vous pensez que pour suivre, va falloir aussi que nous, on augmente les prix à ces niveaux-là? Parce que quelque part, l'acquisition monte, du coup, forcément, il y a la marge qui baisse. Est-ce qu'on n'arriverait pas à un moment donné sur un marché où on est au même taux de marge qu'une boîte normale? Parce que nous, c'est quand même un peu gros par rapport à d'autres boîtes standards. Moi, la question que je me pose, c'est quel sera le bon format d'accompagnement? Est-ce qu'aujourd'hui, une formation sèche, c'est ce que les gens attendent? Est-ce que formation plus coaching de groupe, c'est ce qu'ils attendent? Est-ce que c'est le done with you? Est-ce que c'est le done for you? Et dans ce cas-là, on n'est plus dans de l'infoproduit, on est dans de la prestation de service pure et dure. Est-ce que c'est ces modèles mastermind où Romain, t'étais un des premiers à le faire en France, en tout cas, t'étais le plus gros, et après, il y a eu plein qui se sont créés. Je sais pas de quelle manière les gens vont vouloir être accompagnés. Et je pense que si on répond à cette question-là, on répond à cette problématique de prix. Et je t'avoue, moi là maintenant, tu vas vendre une formation sèche, je me sentirais pas trop ok de le faire. Pourtant, ça fonctionne, hein. Mais parce que je viens du conseil, donc forcément, j'ai toujours envie de mettre un peu de perspective aux apports théoriques. Mais c'est aussi générationnel, je pense. Une formation sèche, aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à le faire. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Je pense qu'il en faut aussi pour chaque boîte. Je voulais partager un truc là sur ce que tu dis, Gérald. Les formations, j'y crois plus trop. Avant même que l'IA soit là, parce que la réalité, je regarde moi la façon dont je consomme, c'est que je prompte ou je vais regarder des contenus longs sur YouTube où il y a toute l'information, elle est là, quoi. Tu vois. Par contre, là où il y a encore des marges de progression, c'est la transformation. Donc s'assurer qu'en fait je sais plus qui a dit ça, mais c'est un apprentissage se mesure par le comportement, est-ce qu'il change ou il change pas. Donc tu peux regarder un truc, tant que ton comportement il change pas, t'as pas appris, la réalité c'est ça. Donc c'est quels sont les vecteurs de transformation. L'accompagnement, le coaching est un levier, le mentoring en est un autre, le consulting en est un autre, le peer-to-peer en mastermind en est un autre. Et je crois que c'est là où il faut. Et moi, c'est l'enseignement que j'ai eu vraiment très récemment, c'est d'être à l'écoute du marché, mais vraiment à l'écoute, quoi. Et de se dire aujourd'hui comment les gens consomment. Et ça change. Et je crois que c'est, en tant qu'entrepreneur, à nous d'avoir cette flexibilité. Et je parle un peu pour moi, parce qu'on a tendance, nous, chez Squared, à faire des paquebots, c'est-à-dire on a une vision du truc. Et puis, en fait, le temps que le marché change, on change en 1 an, en 2 ans, tu vois. Donc là, il faut être un peu plus speedboat et puis modifier. Mais il y a des choses, des tendances de fond, nous, qu'on voit, c'est la durée d'engagement. Et on en discutait, Gérald, il n'y a pas si longtemps que ça. Les engagements longs, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a à la fois cette crise de confiance dont tu parlais, Ludovic, mais aussi cette incertitude de demain, tu vois. Donc, s'engager sur 1 an, c'est beaucoup plus compliqué que sur 6 ou sur 3 mois, par exemple. Il y a l'accompagnement qui est modulaire aussi.
Pour certains, ça va être du one-one parce qu'ils a pendant un certain temps, puis après, ils vont vouloir avoir un autre. Donc, tu vois, c'est pouvoir s'adapter aussi à ces choses-là. Ouais, mon enseignement autour de ça, c'est en fait d'être vraiment à l'écoute. Mais et des fois, quand on est entrepreneur, on peut avoir ces équipes qui sont à l'écoute. Et en fait, il faut vraiment aller les mains dedans. C'est ce que tu disais, Gérald, faire des calls de vente, c'est important, en fait, juste pour avoir les signaux faibles, palper le truc et de se dire... Moi, j'ai eu un enseignement là récemment parce qu'on a eu 5 calls dans la même semaine qui m'ont dit la même chose. Je fais, bon, ok, c'est bon. Mais le fait que ça soit condensé dans une semaine, j'avais déjà entendu depuis 1 an et demi le truc, tu vois. Je fais, bon, en fait, non, faut qu'on change un truc. Je partage à 1000%. Okay. Et le fait d'avoir justement, ok, sur le format de l'accompagnement, c'est clair que ça définit aussi les prix, mais on est tous les trois, je pense, d'accord pour dire qu'une formation sèche, c'est mort. Donc, il faut de l'humain là-dedans. Donc, forcément, la structure de coût pour encadrer les clients, elle reste quand même présente. Mais concrètement, moi je pense que ça va rester vers de l'hybride ou tendre de plus en plus vers de l'hybride, voire du done for you sur des points spécifiques qui apportent des résultats rapides aux clients. Après, à voir qu'est-ce qui est faisable ou pas en fonction de ce qu'on fait comme métier. Hein. Mais je pense que ça va être un gros mix de formation appliquée à du one-one, à du collectif, à de la commu, plus du done for you sur des sujets spécifiques. Mais ça ne réduit pas forcément la masse salariale en coût. Après, on verra l'IA ce qu'elle est capable de faire par la suite, hein, mais pour coacher, il faut quand même une personne. Donc, les coûts qui augmentent, la masse salariale qui reste à peu près au même point, ou peut-être qui va être réduit de 20-30% avec de l'IA, mais on ne va pas diviser par 2, je pense. La marge, elle va quand même se réduire. Les taux, ils se resserrent quand même. Et pour autant, je ne pense pas que le marché soit prêt à doubler les prix, en tout cas à acheter avec des prix doublés comme le font les US. Dans le mastermind de Romain, Romain avait reçu un invité. Moi, je suis membre, je suis client, et je sais plus qui. C'était peut-être Olivier Kretz, je sais plus, qui nous disait. Limo, ça. Ouais, c'est l'agence sur Netflix. Ouais. L'agence que sur Netflix. Ouais. C'était top. On était à Aix-en-Provence, je crois. Et il disait quand il y a un truc qui va mal dans ta boîte, fais un truc contre-intuitif au lieu d'embaucher la personne, parce que c'est vrai qu'on passe notre temps à dire embaucher la bonne personne, le machin truc. Et c'est déjà premièrement de réduire de simplifier ton process. Et si déjà on a cette logique-là, de dire ok, là je vois que ça tire un peu, j'y arrive pas. Au lieu de dire ok, je vais embaucher, donc je vais me charger. Je vais me charger aussi bien moi que ma boîte, hein, moi mentalement et ma boîte financièrement. Bah est-ce que du coup, je réfléchis à quel est l'objectif de ce que je veux, quel est l'objectif de ce que je veux atteindre, ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire avec un process moins lourd? Moi, ça m'a conforté dans plein de trucs et ça m'a débloqué d'entendre ça. Des petites punchlines comme ça, parfois, ça te fait économiser 5 ou 10 000 balles par mois d'engagement de masse salariale, quoi. Ouais. Donc, je pense, moi, que c'est possible. C'est possible de continuer à avoir une offre. Mais il faut accepter de tendre vers le soloprenariat. Il faut accepter de remettre les mains dedans, de désoptimiser, de perdre un peu aussi en écologie personnelle, mais pour la retrouver autre part, tu vois. Moi, je suis un peu dans cette phase-là, donc ça me parle bien, ce genre de truc-là. Donc, je suis pas sûr, Ludo, qu'il faille se charger, que ce soit une fatalité. Moi, je suis dans la même optique que toi, Gérald, et tu emploies les mots masse salariale, Ludovic. Il y a une amie aussi avec Gérald qui s'appelle Clotilde Dussoulier, qui a fait un podcast très récemment, notamment sur À poil et sans filet, où elle partage le fait qu'en fait, ses coachs étaient tous salariés, mais ils avaient été embauchés parce que depuis 7 ans, son business cartonnait. Sauf que quand tu as un retournement de marché et que tu as des salariés, en fait, tu es obligé de prendre des décisions qui ne sont pas les plus agréables du tout. Et là, on est plus dans l'air. Et nous, chez Square, on est vraiment dans cette ère de coût variable au maximum. C'est-à-dire que notre structure de coût dans la boîte, elle est liée au nombre de clients qu'on a. Alors oui, évidemment, on a des charges fixes parce que quand on fait de l'événementiel, ce genre de choses, mais on essaie de le réduire au maximum. Et en tout cas, pour moi, mes rêves d'avoir une cinquantaine, une centaine de salariés en mode grosse boîte et tout, je suis revenu en mode, ok, le CA est une chose, la rentabilité c'est une autre, et prenons du plaisir avec de la simplicité, avec des équipes qui soient plus en mode squad, etc. Je trouve qu'on est beaucoup plus agile comme ça. Ouais, c'est intéressant. Et justement, ça ramène le fait qu'il y ait ces problèmes, entre guillemets, de marché, ça permet aussi de remettre en perspective ce qu'on fait, quoi. Je sais pas si le marché infoproduit accompagnement, c'est un marché qui est vraiment voué à être stable. Comme tout, non? C'est comme tout type d'entrepreneuriat. Regarde, moi je vis à Bordeaux. Ouais. Je vis à Bordeaux. Les négociants en vin en ce moment, entre les Chinois et les Américains, c'est vrai.
Et accessoirement aussi, enfin bon, il y a une guerre sur chaque continent, donc bon, ça, au moins c'est facile. Mais est-ce que ils sont pas bien? Pourtant, c'est des familles qui entreprennent dans la même industrie depuis 250 ans chacune. Ils ont même en termes d'identité, ils ont pas le choix, si tu veux. Ils ont le goût des bouteilles sur leur chevalière, quoi. Donc si tu veux, ça fait partie de leur nom. Ils ont le nom du château, tu vois. Enfin, et donc et c'est des business qui sont vieux comme le monde. C'est des business qui ont fait la France d'ailleurs, très certainement, on peut considérer. Et ils sont dans une mer de noir. Tu vois. Et pour des trucs complètement exogènes en plus. C'est pas parce que le vin est moins bon, c'est juste parce que le monde est en train de changer. Je pense que tous les business, je pense pas on devient de plus en plus un business normal. C'est peut-être plus ça qu'il faudrait que moi je comprends. Ouais, et Gérald, tu t'emploies souvent le mot d'embourgeoisement, et c'est vrai que quand on est dans une industrie où tout va bien, on a tendance en fait à être bourgeois, c'est-à-dire on dépense par-ci, on dépense par-là, on fait pas gaffe. Et la réalité, en fait, c'est juste qu'on est face à des problématiques que n'importe quelle entreprise dans n'importe quel autre marché en fait adresse au jour le jour. Et nous, on est là en mode ouais, c'est nouveau. Enfin, je dis nous, on s'étonne de ça, mais en fait non, juste en fait, il faut faire le bon job de bien regarder ses KPI, d'être précis, les investissements soient vraiment cohérents. J'adore cette période-là parce qu'il y a une période de simplicité, de rationalisation, comme Gérald tu parlais, qui a autant de créativité intellectuelle et pour un entrepreneur de faire les choses dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'à partir de là qu'on peut après encore se dire ok, on peut croître à nouveau parce qu'on est revenu aux fondamentaux pour piloter le business. Ouais, c'est intéressant. Et justement, c'est là où j'en venais. Est-ce qu'on va pas aller vers des marges de business normal? Parce que on le sait, ta période, Romain, quand tu étais sur le business en ligne, c'était du profit pur à 80%, le truc. Aujourd'hui, on tend quand même un peu plus vers du... Alors, je sais pas, une boîte normale, elle fait quoi? 15 points d'EBITDA, non? Ça dépend du secteur. Ouais, ça dépend des secteurs, mais... Après, il y a des trucs qui vont arriver et on en discute avec Gérald depuis pas mal de temps. C'est pas encore le cas, c'est la mutualisation des ressources. Tu vois, c'est des acteurs qui vont commencer à se mettre ensemble. Aujourd'hui, on commence à le voir à travers des featuring purement marketing, tu vois, s'inviter sur les chaînes, ce genre de choses. Dans d'autres industries où il y a une sophistication, à un moment donné, en fait, c'est la mise en commun des forces. Cette industrie, à un moment donné, ça va arriver. Je peux pas te dire si c'est dans 1 an, dans 3 ans ou dans 10 ans. Mais on va y arriver, tu vois, et je sais pas comment. Mais on en discute avec Gérald depuis déjà pas mal d'années, mais c'est pas encore vraiment arrivé. J'ai déjà pensé, hein. Je m'étais déjà dit, putain, en vrai, on a des business similaires, pourquoi on ferait pas ensemble, tu vois. Mais bon, après, c'est une culture aussi, puis à un moment donné, c'est un acteur qui va... Il y a déjà eu des tentatives, mais en fait, les tentatives qui ont été faites, c'est quand le marché il a commencé à se contracter. Donc, pareil, tout le monde s'est replié un peu sur soi-même, à réorganiser ses cartes, et puis peut-être que ça va revenir après. Ouais. Moi, je pense que tu vois, là, ça va un peu moins bien. Donc, on s'en est rendu compte il y a 3-4 mois. Le temps qu'on se bouge, il sera passé 6 mois. Et donc, on va être 6 mois dans le dur. Donc, voilà. Mais ça va repartir. Et après, les 6 mois de décalage qu'on a, au moment où ça va repartir, on va se réembourgeoiser, on va se recharger. Et donc, il y a ces 6 mois juste avant de sentir ça, on va se sentir avec le vent dans le dos. On va regagner des marges. On va être trop bien, etc. On va redevenir créatif parce que c'est des 6 mois de décalage. Si tu réalignes à 6 mois, en fait, on suit la courbe. Quand ça va moins bien, on devient un peu plus lean sur les charges. Et quand ça va un peu plus, on développe et on s'engraisse un peu plus, quoi. Mais c'est juste un décalage. Il faut juste réagir pour pas être dans un effet ciseau ou trop violent. Mais clairement, je suis pas pessimiste et je pense qu'il faut juste être agile. C'est juste ça c'est le sujet. Je pense que tous les trois, on est au clair là-dessus en tant qu'ingé de base sur ces sujets. Et c'est bien de le rappeler, tu vois. Moi, je suis pas pessimiste du tout non plus. Hein. Même si, ok, c'est chiant et tu te casses la tête, mais ça fait partie du jeu, en fait. Et je pense que c'est aussi une barrière à l'entrée, tu vois. Ou une contrainte en plus qui permet de liquider ceux qui n'avaient de toute façon pas les épaules pour être là, tu vois. Enfin, c'est... La loi de la nature. Mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans n'importe quelle industrie, ça arrive, en fait. On peut être là en train de se dire, c'est nouveau parce qu'on n'a jamais connu le truc, quoi. Mais quand tu regardes les crises, tu vois, de 29 et tout, t'as des pays pendant 10 ans, c'était dur. C'est revenu. Nous, on est dedans, en fait, tu vois. Bon, en fait, si on arrive à survivre là-dedans, c'est bien, quoi. Ouais. On se muscle aussi pour la suite. C'est quoi un peu le... Attends, excuse-moi, Ludo, juste par rapport à ça, si tu m'autorises. L'autre jour, j'ai entendu un truc, c'est nul, je pense que vous allez vous moquer, mais en fait, ça m'a vraiment fait shifter. C'était comment dire, au niveau des hiérarchies des espèces, comment on appelle ça bon bref, en tout cas, tous ceux qui sont en haut, on dit souvent que c'est les plus forts, et en fait, c'est une connerie. C'est ceux qui s'adaptent le mieux. Okay. Et ça, je l'ai entendu. Donc dans la hiérarchie des espèces, c'est pas le plus fort qui est en haut, c'est celui qui s'adapte le mieux. Rien que par rapport à ça, ça valide notre
si on regarde les animaux, ça valide clairement ce qu'on est en train de se dire là. Ouais, au final, c'est celui-là qui est le plus agile et qui arrive à s'adapter au mieux là-dedans, quoi. Et justement, ça revient à la question que j'avais à poser. Il y a eu plein d'éléments de réponse dans tout ce qu'on a déjà pu évoquer jusqu'ici, tu vois. Mais ça serait quoi les premières choses à regarder pour vous quand on est dans une phase comme ça et les premières choses, entre guillemets, à couper ou entreprendre? Ouais, je te dirais connaître tes chiffres, en fait, par cœur, tu vois. Mais que ce soit financier, que ce soit KPI, enfin... d'être au fait là-dessus parce qu'en fait c'est ce qui te permet de prendre des décisions. Deuxième chose, c'est toi dans cette idée de simplification. Après c'est un peu teinté ce que je vais dire parce que c'est teinté de biaisé parce que c'est teinté de ce que je vis là. C'est en fait de se dire si tu t'es embourgeoisé aussi, c'est qu'à un moment donné tu as fait des trucs qui n'étaient pas forcément ton essentiel, tu vois. Enfin, toutes nos boîtes, on l'a fait pour exprimer un petit peu notre zone de génie où vraiment là on est en mesure d'apporter le plus de force. Et en fait, juste de revenir à ces fondamentaux là, en fait on est plus puissant. En fait, les gens ils viennent pour ça, ils viennent pas pour autre chose. Donc tu peux simplifier et être plus puissant. Et puis, en tout cas, moi, c'est ma façon d'aborder les choses, c'est de revenir aux fondamentaux. J'ai cette phrase que j'aime beaucoup dire. Elle n'est pas de moi, on me l'accorde, mais j'ai entendu quelque part. C'est si les fondamentaux, tu les oublies. Enfin, si tu oublies un fondamental, au bout d'un moment, lui, il va pas t'oublier, tu vois. Et je pense que des fois, quand on s'embourgeoise, on oublie de communiquer régulièrement auprès de son audience, on oublie, tu vois, de faire des trucs comme ça. Tu vois, pendant quelques mois, on fait plus de podcast, mais on revient dessus parce que c'est un fondamental, Ludovic, tu vois. Ben, en fait, c'est hyper important. Dans ces périodes, revenir aux fondamentaux, c'est cool. Et en plus, l'audience revient vers toi et elle dit ah, attends, tu reviens, on t'a oublié et tout. Voilà, encore une fois, c'est bien. Tu reviens, Romain, d'ailleurs? Bah, je reviens là. Ça fait 2 mois que je reviens là. Quoi? Je l'ai pas vu. Ouais, c'est pas normal. Je dois encore faire des efforts alors. Non, sérieux, t'as relancé le podcast? Non, pas le podcast, la newsletter. Ah ok. Mais ok, bon, je sais pas, je l'ai pas eu. Mais ok. Dans le podcast, j'aimais bien le podcast que tu faisais. Bon, bref. Mais ouais, je suis d'accord. Revenir aux fondamentaux. Ok. Trop bien. Et paradoxalement, c'est ce que les débutants ne font pas, ou ne veulent pas faire, ou pensent avoir fait, et pensent que c'est un acquis en fait. Et enfin, je trouve ça tellement. Enfin, c'est pas un acquis du tout en fait. Vendredi dernier, on allait boxer avec William, que tu connais, vous connaissez tous les deux, William Ourson, et on est tombé on a partagé le tatami donc c'était du MMA. On a partagé le tatami avec un Poulidor, c'est un combattant à Bordeaux qui est pro. Voilà, que non, ouais, c'est pas celui qui fait du vélo, hein, mais non, c'est Jonathan Poulidor, donc il est pro, il a une dizaine de combats et tout, il est vraiment très très fort. Et on regardait son entraînement à la fin d'une autre. Et on regarde en fait le truc qu'il faisait, mais c'était à la patte d'ours, c'était 1, 2, 3. Donc, des coups de pied, des coups de poing extrêmement simples, des coups de pied extrêmement simples. Et son coach qui était là, non, mais ton épaule et ta hanche et ton rythme et ton machin et truc, il lui parlait comme un débutant. Parce qu'en fait, il faisait des trucs de débutant, mais en fait, tout est fractal. Ces trucs-là, tu dois les faire au départ et puis tu dois surtout pas les oublier après. Et en fait, les séances qu'il faisait, c'est les séances qu'on faisait, nous, quand on a commencé il y a 3-4 ans, qu'on continue à faire, et lui, après 10 combats pro et en étant un peu un nom connu du MMA français, il continue à le faire et à se faire courir par son coach. Donc en fait, moi ça m'a un peu rassuré déjà, et puis en plus je me suis dit ça c'est des trucs qu'il faut pas oublier quoi. Des trucs extrêmement simples, il va falloir continuer à les bosser, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a arrêté de faire ces basiques là, et il y a eu le retour de bâton, mais ultra rapidement quoi. Ça c'est clair. Donc débutant ou pas, il faut qu'on soit solide sur les fondamentaux, c'est clair. Ouais, clairement. Mais dans tous les sports, c'est pareil. Tu prends le tennis, tu fais des coups droits. Tu prends le foot, faut faire une bonne passe quand t'es le mec au milieu. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Tu commences pas à faire des trucs de dingue. Enfin. Et cette semaine encore, j'ai repassé mon avatar. Alors bon, j'ai pas un business à 300K par mois. Il est 4,30, mais j'ai repassé mon avatar. Et il y a des changements parce que naturellement le marché a changé, donc le comportement de l'avatar a changé, peut-être que ses préoccupations ont changé aussi. Et tout ça, en fait, si on se met pas à jour, on tape à côté, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on a les coûts qui augmentent, parce qu'on n'a pas le bon message exactement. Par exemple. Je sais pas si tu le remarques, Ludo, mais très souvent, au lieu d'aller réfléchir en dedans, on va essayer d'imaginer en dehors. C'est-à-dire de trouver de nouvelles stratégies, de nouveaux trucs à créer avec zéro certitude. Donc plutôt que d'optimiser l'existant, on va dépenser plein d'énergie, donc plein de ressources, du temps, de l'argent, et aussi une sorte de capital sympathique qu'on a avec notre boîte, parce qu'au bout d'un moment on peut en avoir aussi plein le dos de notre boîte, t'as essayé plein de trucs, c'est bon, tu passes une nuit blanche, t'en peux plus. Mais au lieu d'aller sur des trucs où il y a beaucoup de certitude, on va sur des trucs à côté. Je sais pas, c'est peut-être l'autruche, on parlait de l'œuf et de la poule, mais c'est peut-être l'œuf et l'autruche au final. Ok, je vois. Est-ce que
On va prendre les 12 derniers mois, ou alors peut-être une autre période, parce que il y a peut-être eu d'autres périodes où vous avez dû vous réinventer comme ça. Est-ce que vous avez des choses qui vous sautent aux yeux, qui n'ont pas encore été dites jusqu'ici et que vous avez peut-être mis en place, ou peut-être un état d'esprit que vous avez eu pour continuer à tenir, continuer à avancer, prendre de la perspective, de la hauteur, parce que souvent c'est difficile aussi dans ces périodes-là de prendre de la hauteur. Parce que en fait tu vois le feu à droite, le feu à gauche et tu te dis putain mais en fait il y a plus rien à l'horizon quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Vas-y Romain. 2 éléments peut-être. Le premier c'est on a fait un lancement là de Mastermind il y a quelques mois. On a regardé d'où venaient toutes les personnes qui ont candidaté ou qui ont acheté chez nous. Et genre 95% c'est la newsletter. Tu vois, genre 5% réseaux sociaux, sachant que les 5%, je les connais, quoi, perso. Et je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu bête d'avoir un peu abandonné la newsletter ces dernières années. En fait, fondamental, hein, encore une fois. Ce qui m'a aussi encouragé, parce que j'adore écrire, à revenir sur ce canal-là, parce que, en tout cas, je dirais pas que c'est pareil dans tous les business, mais ce qui est sûr, quand on a des hauts tickets, tu vois, c'est pas en voyant une story sur Instagram que quelqu'un prend une décision, tu vois. Donc, tu vois, c'est un premier truc, c'est un fondamental. Et le deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est que je pense, nous, on a beaucoup écouté les clients ces dernières années, parce que une de nos valeurs cœur, c'est que la croissance des autres, c'est notre propre croissance. Donc, tu vois, en améliorant notre offre, parce que nos clients nous disaient, tiens, vous pouvez faire ça, en fait, on a oublié ceux qui n'étaient pas encore clients. Et en fait, écouter pourquoi les gens qui devraient être clients n'achètent pas, et modifier son offre en fonction de ça, pour moi, c'est un de mes enseignements clés là, et qu'en fait, c'est comme se brosser les dents, il faut le faire tous les jours, quoi, et pas l'oublier. Surtout dans un marché qui change. Par rapport à ça, le truc le shift moi que j'ai fait mindset depuis 1 an et demi ou à peu près, c'est que j'ai arrêté de réfléchir à ce que je pouvais proposer, mais vraiment repartir à un basique, c'est ok, c'est quoi réellement le problème du client? Comprendre qu'en fait l'actif de ma boîte, c'est pas mes compétences, c'est les gens qui me font confiance, donc qui sont prêts à me payer et à m'écouter. C'est ça l'actif. Et donc du coup, j'ai et d'ailleurs, je vais en parler après, mais Romain m'a aussi donné un coup de main là-dedans. C'est que j'ai dit ok, je leur donne des conseils pour développer mes clients, je leur donne des conseils pour développer leur boîte. Ok. Ils ont besoin de ressources pour développer leur marketing. Je les mets en face de bons prestataires. Donc je développe des outils, je développe des boîtes de services qui appliquent les méthodes, qui ont de super résultats. Donc je crée un outil en complément de mon offre initiale. Et ensuite après, ok, mais maintenant qu'ils ont des prestataires, qu'est-ce qui leur manque? Ils ont la stratégie, ils ont le prestataire, il leur manque quoi? Il leur manque le budget. Ok, mais très bien, mais on va trouver une solution pour leur financer leur marketing. Donc on va créer une poche budgétaire pour pouvoir les aider, etc., etc. Et à chaque fois, ça se fait en créant des outils pour répondre à la problématique initiale. Et donc en ce moment, moi, le truc que je développe, c'est justement ce projet qui s'appelle Bulco, qui a pour vocation de compléter le conseil. Donc j'ai pas essayé de réinventer le conseil, j'ai juste essayé de vendre les outils avec, quoi, de proposer des outils en complément. Et donc voilà, de comprendre quel est l'actif de la boîte, les gens qui font confiance, ça a vraiment été un énorme shift. Ce qui fait que je vais pas à la recherche de nouveaux clients. Il y en a qui rentrent évidemment, mais c'est plutôt ok, qu'est-ce qu'il leur faut, de quoi ils ont besoin pour réellement avancer dans leur problématique. Et ce qui est intéressant, Gérald, j'aimerais faire une overview de ce que tu partages et que je trouve vraiment brillant, c'est que là on parle de LTV. Tout à l'heure en début de podcast, on parlait justement de comment on tire notre épingle du jeu via la LTV. Ce que tu fais bien, et moi je pense que c'est une erreur que j'ai pu faire, c'est que t'as pas dans ton mastermind, t'as pas essayé de le changer ou de le modifier pour satisfaire tous les besoins. Tu t'es dit, je vais créer une autre structure, je vais avoir des associés, je vais avoir des partenaires, et c'est un autre produit. Les deux peuvent vivre. Moi, à l'inverse, je me suis dit, ok, comment je peux rendre le truc vraiment ultime. Mais en fait, quand on le rend ultime, les prospects, c'est trop compliqué pour eux de rentrer dedans. Et donc, je pense que c'est là où t'es smart, Gérald, c'est vraiment de créer une nouvelle offre, des fois même une nouvelle boîte pour justement combler les besoins de cette audience et de ces clients. Mais d'un côté, c'est ce que vous avez fait avec Fractional. Vous éveillez. J'allais justement dire. Oui, mais tu vois, je l'ai fait. Et non, mais tu sais qu'à la base, quand même, la structure, c'est dans les masterminds. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a Fractional, mais c'est comme un coup de chance. Maintenant, je le rationalise. Ouais, on peut se rationaliser toujours, bien sûr, mais voilà.
Mais ça a du sens. T'éveilles à une problématique qui est que vous devez avoir un bras droit pour rester dans vos zones de génie. Bah, on vous fournit le bras droit. Ça a du sens. Tout à fait. Quand on écoute ce que vous amenez, on revient à la base. C'est quoi réellement le client, le besoin et là, ce que Romain tu partages, c'est précieux. On va pas chercher à complexifier et avoir le truc parfait qui a tous les éléments que quelqu'un voudrait potentiellement avoir, mais simplifier au maximum par rapport à son besoin. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Par rapport à son besoin pour lui montrer qu'on est la meilleure personne pour lui, quoi. Ok. Déjà, merci pour toute la valeur qu'on a jusqu'ici. Je pense que c'est intéressant et surtout, on voit que juste si vous avez un passage un peu plus dur, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Et que c'est pas une fatalité en fait. Il y en aura d'autres en fait. Et encore une fois, c'est la loi de la nature, quoi. C'est comme ça. Celui qui s'adapte survit. Exactement. C'est darwiniste un peu tout ça. Un petit peu. En début de podcast, on disait que pour la rétention, on allait dire la prochaine tendance, le grand prochain move. J'aimerais vous entendre là-dessus, messieurs. C'est Romain qui s'est engagé. Moi, je suis un très mauvais parieur, donc je laisse Romain. Après, je vais réfléchir à ce que je peux dire, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ouais, dans le prochain move, c'était plus un prochain move d'acquise. Moi, pourquoi c'est un prochain move? C'est que je pense que j'ai été frustré. 2008, je les ai vus toutes les vagues passer, je les ai toujours pris après la vague. Je sais bien, c'est un peu bête quand même parce que des coûts d'acquisition à 20 centimes le lead, tu vois, on aimerait bien les avoir. Après, je sais pas si c'est un pari ou pas, mais je me suis dit, il y a cette plateforme qui est déjà connue mais qui n'est pas encore tout à fait exploitée, qui s'appelle Substack, qui est une plateforme de newsletter et qui aujourd'hui en fait montre des signaux qu'on voyait à l'époque sur Instagram ou sur LinkedIn, que ce soit dans la création des fonctionnalités. À la base, c'est un newsletter, ça devient un réseau social. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec Maud Alaves, qui est une personne entrepreneuse influente sur LinkedIn, et qui, on voit ces grandes LinkedIn aller sur cette plateforme-là, où Taylor Welch, je crois qu'il est... Non, c'est pas Taylor Welch, c'est... il y a un Welch... Ouais, voilà. Et en fait, Justin Welch, voilà, Justin Welch. Je crois qu'il a ouvert un truc il y a un mois. Enfin, Et en fait, pour tous ceux qui aiment écrire, tu vois, il y a des choses qui sont en train de se jouer là-dedans. Et je sais que je suis en train de regarder un petit peu là ce qui se passe sur ça. Et moi, c'est ce que je recherche là, c'est de me dire, c'est quoi le réseau social sur lequel, voilà, en organique, on va avoir on va se gaver si on est constant sur ce réseau-là. Et c'est comme un tsunami qui arrive. En fait, si t'es bien placé pour prendre la vague, tu surfes et Par contre, si t'arrives trop tard, tu te bois la tasse, quoi. Donc, c'est un pari que je fais avec les discussions. On verra si j'avais raison ou pas. Ok, trop bien. Et Gérald, Ludo aussi, c'est quoi votre intuition? Moi, je viens d'avoir une idée. Alors, pas sur l'acquisition, mais plutôt sur la conversion. Je pense que avec la crise de confiance qu'on vit en ce moment dans l'écosystème, le truc qui fonctionne encore, c'est la preuve sociale. Mais la preuve sociale juste en vidéo, moi, je trouve que ça se limite. Il en faut, mais c'est pas tout. Je pense que là, il y a la période des challenges 5 jours, etc. Donc, qui sont là. Il y en a, voilà, il y a du closing en masse à faire. Je trouve hyper intéressant d'avoir une stratégie d'ambassadeurs qui viennent en complément du closer ou en remplacement du closer, parler non pas, enfin, du produit, mais parler de leur transformation. Et donc, avoir de la preuve sociale, mais interactive, puisque c'est une vraie personne qui vient interagir avec le prospect. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il y a une des boîtes que j'accompagne qui l'a fait sur un gros challenge, un challenge à plusieurs millions. Et ils ont structuré justement cette équipe d'ambassadrices qui sont juste des clientes, des clientes contentes et qui veulent revendre, enfin, à leur semblable du passé de devenir leur semblable du présent. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que du coup, la crise de confiance, les nanas, elles viennent pas pour vendre, donc du coup, elles vont pas avoir des arguments bullshit. Elles viennent juste parler de leur situation initiale, leur situation finale. Et moi, je crois que ça va vraiment, vraiment aider à la conversion si on met ça en place dans nos stratégies de sales. Ça me fait penser à l'équation d'Hormozy sur l'offre. En fait, ça, c'est un accélérateur de diminution de risque, quoi. C'est genre les ambassadeurs, la transformation, le côté humain, le côté authentique. Donc, maintenant, la clé, c'est hyper intéressant, c'est comment tu orchestres ça, tu vois, at scale, comment tu
L'ingénierie derrière, elle est hyper intéressante. Sur de l'evergreen, surtout, c'est intéressant. Sur un challenge, c'est sur un temps donné, mais sur de l'evergreen, ça fait réfléchir. On pourra en parler, Gérald. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un atelier, une sorte d'interview live une fois par semaine où on invite les leads qu'on a fait dans la semaine. Un webi, mais pas un webi, quoi. Une sorte de zoom avec l'ambassadrice, une ou deux ou trois, en fin de coaching ou en début de coaching ou un truc comme ça. Je pense que ça peut s'organiser en termes de logistique. Et en l'occurrence, c'est sur des challenges, donc c'est plus facile à organiser. Mais parce que c'est un momentum. Il y a à trouver. Intéressant. Merci. Ouais. Moi, je le vois aussi par rapport à la confiance, surtout. Moi, je pense que ceux qui prennent pas le pli d'avoir du média long en parallèle de l'organique et du payant, ils sont morts. Je m'avance peut-être en disant qu'ils sont morts, mais en tout cas, ils vont avoir plus de difficultés pour moi. Et le long surtout, on le voit, Instagram, c'est quand même assez cyclique aussi. Hein. À un moment donné, tu as du reach, après, tu n'en as plus. Après, tu te fais péter le compte. Enfin, c'est une catastrophe. J'adore ce réseau, mais franchement, la stabilité, c'est pas trop le mot d'ordre dessus. Donc, si l'acquisition est fluctuée par les bons vouloirs de l'algorithme, c'est compliqué. Donc, pour moi, il y a vraiment ce besoin d'avoir le média long qui vient ramener la confiance, qui vient ramener le temps que le client va passer. C'était quoi Google qui disait il faut 7 heures pour qu'une personne, alors c'est théorique, hein, mais 7 heures pour qu'une personne achète chez nous, de consommation, entre guillemets. En fait, du 7 heures de short, tu peux y aller, quoi. Alors que du 7 heures de podcast, là, ils ont déjà passé 1 heure avec nous. Donc moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Jamais lâcher l'organique long. Mais tu vois, le Substack chez Romain, de ce que tu disais, ça va dans ce sens-là aussi, quoi. Ouais, c'est juste que c'est des contenus écrits, tu vois. Ouais, c'est pareil, en fait. Le newsletter, c'est des moments où tu arrives à créer du lien, un lien émotionnel avec la personne. Et justement, en parlant et en t'écoutant, ça me fait réfléchir aussi à comment, tu vois, je m'adapte sur la newsletter. Moi, ma newsletter, c'est un mail par jour, mais à un moment donné, j'étais trop transaction plutôt que relation, tu vois. Parce que aussi, tu veux aller chercher le call et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça me remet aussi les choses en perspective. C'est un média et pas juste une fenêtre de tir, quoi. Donc ouais, intéressant. Je pense qu'il faut les deux. C'est marrant, je discutais avec le fondateur de Bungle, Benoît Bochtenka, qui ont un site d'e-commerce. Et en fait, je lui disais, mais à l'époque, t'écrivais vachement, en fait, tu vois, la newsletter vêtements et tout. Et puis, ça s'est transformé un peu plus en genre, on pousse les produits. Puis en fait, ce que j'ai compris, c'est ça intéressant. Et je pense que nous, on va shift un peu là-dessus. C'est que tu as une newsletter lecteur, c'est-à-dire où le fondateur va partager, tu vois, ce qu'il fait. Alors des fois, une newsletter, ça peut être genre juste aller écouter le podcast ou la vidéo que j'ai fait, hein, ça c'est complètement ok. Ouais. Et puis t'as la newsletter, on va dire transactionnelle, où bah voilà, il y a tel produit qui sort, etc. Et vraiment dissocier les deux, parce que il faut les deux, mais c'est vrai qu'avec un bon ratio de give pour pouvoir demander quoi derrière. Ouais, c'est le jab hook de ask give, ouais. De ouais, Gary. Voilà. Gary, ouais. Ouais. Tout le monde a fait sa petite version du truc. Exactement. Mais d'ailleurs, Benoît, lui, il faisait un bilan de fin d'année à chaque fois qui était incroyable. Ah ouais. Bah ouais. Mais je l'ai pas lu depuis. Cette année, il y en a pas eu. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas lu. Mais ouais. Ok, trop bien. Good, parfait. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ce qu'on a déjà pu se dire ici par rapport à ces changements, ces transformations de marché? Non, moi je pense qu'il faut être prudent à court terme mais optimiste à long terme. Pour les personnes qui nous écoutent, n'arrêtez surtout pas de vouloir lancer des business en ligne. Soyez juste conscients que c'est pas une martingale, qu'il va falloir un peu bosser. Voilà, je pense que c'était plus facile d'acheter de l'immobilier il y a 10 ans, mais les gens n'arrêtent pas d'en acheter aujourd'hui. C'était pareil pour le business en ligne il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de vivre, on se laisse crever, on fait quoi? Ou on décide de se bouger, de faire des métiers kiffants parce que c'est un métier de ouf de faire du business en ligne, donc faut pas hésiter. Ça permet de faire tellement de choses. Donc moi je veux surtout pas que les gens soient dissuadés malgré tout ce qu'ils entendent dans nos podcasts respectifs. Vraiment voilà, gardez la foi et go. Parfait, trop bien. Romain, quelque chose à ajouter? On n'a pas ajouté. En fait, je trouve ça bien de parler de ce sujet-là. Enfin, tu vois, si j'avais un enseignement, peut-être, c'est juste de se dire. Souvent, on a tendance à internaliser, à se dire que c'est très personnel, ça marche pas que pour moi. Déjà, non, ça ne marche pas. Enfin, c'est compliqué pour toi, mais en fait pour beaucoup, quasi tout le monde, tu vois. Et c'est pas juste cette industrie-là, c'est-à-dire que n'importe quelle industrie, elle est amenée à vivre ça à un moment donné, tu vois.
C'est juste que des fois, on a un prisme qui est trop petit. En fait, si on élargit le prisme, c'est juste un fait normal de la vie. Et que l'enseignement, et là, je vais l'attribuer à Gérald, c'est celui qui s'adapte le mieux et le plus vite possible, qui survit, qui continue. Donc, j'inviterais tout le monde à se dire comment vous pouvez adapter, être fluide, être agile dans ce moment-là, quoi. Trop bien. Trop bien. En entendant ce qu'on dit ici, il y a un truc qui me vient aussi, c'est quand on est au début, on a un avantage concurrentiel sur les personnes qui sont plus grosses en fait. Et ça, faut aussi juste pas l'oublier. Quand tu disais les personnes qui veulent se lancer, Gérald, en vrai, mes clients, ils n'ont pas d'équipe et ils sont à leur début, tu vois, majoritairement. Ils signent toutes les semaines des clients, toutes les semaines on a des victoires, ça signe. En fait, il n'y a pas forcément de problème. Les gens, ils ont toujours des problèmes et donc il faut toujours les résoudre. Il faut juste savoir le montrer et continuer à jouer ça. Et d'autant plus quand on démarre, l'avantage concurrentiel qu'on a, qui est aussi notre handicap, c'est qu'on n'est pas aussi gros que les grands, mais c'est un avantage aussi. Il faut juste trouver comment le mettre en avant, quoi. Ouais. Parfait. Trop bien. Romain, on a un lien newsletter à mettre dans la show note, du coup. C'est quoi? C'est le projet de cet été, là, de vraiment bien relancer ça. Mais okay. Si on va à Squared, sur le site squared.eu, on peut laisser son petit email et recevoir ma newsletter. En ce moment, je les écris tous les mardis matin. Ça me fait plaisir. Okay. Donc, parfait. Bah, je vais mettre mon mail alors parce que je ne les reçois pas, moi. C'est pas normal. Génial. J'aurais gagné ça aujourd'hui. J'aurais Ludo dans la newsletter. Exact. Gérald, on te retrouve où? Bah alors, moi j'échange beaucoup sur Instagram. C'est un peu la clé de voûte de tout. Après, sinon, le site entreprendre.me. Mais j'ai envie d'inviter surtout les gens à aller voir la chaîne YouTube, puisque dans 6 minutes exactement, on enregistre un épisode ensemble, Ludo, avec Marine. Et donc du coup, c'est l'occasion, si les gens ils ont eu la patience de rester 1h10, d'aller écouter la suite. Ah, vous êtes chauds, les gars. Ah ouais, ouais. Donc du coup, on rigole pas, hein. Je vais pas être invité, là, je suis déçu, là. Ouais, je vais changer de t-shirt juste histoire de pas passer pour un gros dégueulasse, mais sinon, voilà, on enchaîne, on batch, quoi. Bon courage. Donc voilà, donc les gens, quand écouter la suite, la suite sur ma chaîne, et comme ça sera, ils auront déjà passé 12 heures avec nous. Je mettrai le lien du podcast Les Gros Mots directement dans la show note. Le tien, il sortira avant le mien, puisque j'attends au moins d'avoir 3 épisodes tournés pour lancer officiellement Business Talk. Mais ils sont déjà tous planifiés, donc ça va venir. C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup à vous, c'était chouette, surtout pour ouvrir le bal. On a eu énormément de valeur ici, donc j'espère que ça a pu vous parler. Et si c'est le cas, partagez-le à une personne à qui ça peut être utile. Pour moi, c'est comme ça qu'on contribue aussi et qu'on impacte les personnes autour de nous. Donc voilà, et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Salut. Ciao tout le monde.